Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce talk consacré à l'intelligence artificielle dans notre milieu artistique, bonne ou mauvaise opportunité. L'intelligence artificielle et plus particulièrement l'intelligence générative s'invite dans notre quotidien de jour en jour, que ce soit de la création de texte, que ce soit de la création d'images, que ce soit de la création de vidéos. Elle menace de plus en plus toutes les sphères. Le milieu de la danse n'est pas complètement à l'abri tout simplement de ces dangers amenés par l'intelligence artificielle. Donc on va se poser la question, est-ce que finalement le mouvement hip-hop, qui a toujours été un mouvement qui va vers de l'avant, doit-il embrasser cette intelligence artificielle ou plutôt faire un petit pas de côté? Pour cette conférence, pour ce talk, j'ai 3 invités qui, je suis sûr, ont des avis très intéressants sur la question et des points de vue peut-être différents. Je vais les laisser se présenter. Je vais commencer par toi, Solis. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Bonjour, je suis Solis, je suis street artiste. J'ai la chance de vivre de ma passion depuis plusieurs années. J'ai eu quelques salariés et une marque aussi de vêtements que je distribue de plus en plus avec une boutique qui s'ouvre le mois prochain. Notre deuxième invité, c'est Ritka. Ritka, je te laisse prendre le micro qui est juste devant toi et te présenter. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Rikta, je suis directeur artistique / designer, on va dire. Je suis aussi le DA de l'application qu'on appelle checkit.dance. Voilà, globalement, je fais partie du groupe Bas Déficience, aussi danseur. Et puis voilà. What up, je te laisse te présenter. Certains t'ont déjà vu en train de mixer pour les qualifs, mais présente-toi à ceux qui ne t'ont pas vu encore. Yes, bonjour à tous, je suis Nicolas, je suis connu sous le nom d'artiste DJ One Up. Du coup, je suis beatmaker, DJ, compositeur pour différents projets. Passionné par la communauté breaking depuis plus de 25 ans. On sort tout juste des premiers tours de qualification du Battle Unity. Et du coup, ravi de pouvoir participer à ce talk-là sur un sujet qui me semble important à débattre. Ouais, je suis d'accord. Des qualifications qui avaient déjà un niveau assez relevé en termes de qualité de breaking pour le coup. J'ai trouvé ça très intéressant. La première question, justement, puisque tu as le micro, DJ One Up, je vais partir sur toi. Quelle est la première fois que tu as découvert l'intelligence artificielle et plus particulièrement l'intelligence générative? Et à quel moment, si jamais ça t'est arrivé, tu t'es dit là, ça peut représenter un vrai danger? Je pense que les prémices, en tout cas liées à ma pratique de DJ et de beatmaker, ça date d'il y a 3 ans maintenant, je pense, où il y a surtout une évolution en termes de possibilités de sites internet qui ont commencé à fleurir, de différents plugins, de différentes applications qui ont permis de générer et d'utiliser l'intelligence artificielle à des fins artistiques. Ça c'est mes premiers temps, et puis après c'est vrai que là ces 2 dernières années on voit clairement une évolution. On arrive à un endroit où la machine on va dire informatique vient carrément remplacer j'ai envie de dire tous les process dans lesquels on est techniquement. Donc ça va de la recherche musicale dans un premier temps à retrouver les samples de certains morceaux pour pouvoir peut-être se les réapproprier. Ça crée carrément une composition entière aujourd'hui liée à un prompt. Donc ouais, c'est quelque chose qui est assez frais dans ma pratique. C'est pas quelque chose que j'ai moi dans ma direction artistique et dans mon process artistique. Moi, je suis un enfant du hip-hop qui a démarré dans les années 98, 97, 98 en tant que danseur, DJ à partir des années 2000. Et après en tant que beatmaker avec le temps, les échanges, les différentes transmissions que j'ai pu avoir la chance d'avoir par mes anciens. Donc du coup je viens plutôt d'une communauté où la musique elle vient avant tout du disque vinyle. Donc moi je viens de cette génération là. Bien sûr j'ai suivi toute l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, je suis dans ce process là aujourd'hui de réflexion par rapport à ce positionnement de l'intelligence artificielle. Même sans l'utiliser, ça ne veut pas dire que je me documente pas dessus, que je lis pas d'articles, que je suis pas comment les choses évoluent. Mais voilà, on va en débattre aujourd'hui. Donc, tu l'utilises pas dans un milieu professionnel, mais est-ce qu'à un niveau personnel, tu utilises l'intelligence artificielle? Ou tu es vraiment complètement restreint à ça? Je vais pas dire que je suis complètement restreint à ça, parce que ça m'arrive plutôt sur ma communication en tant qu'artiste, parce que c'est pas
un modèle que moi je maîtrise, mais j'ai quand même un environnement autour de moi où je travaille depuis un certain temps avec des photographes, des gens qui génèrent de l'illustration, du contenu, on va dire, graphique pour pouvoir embellir ce que moi je peux faire musicalement, le mettre en image. Ça va aussi vers des clips vidéo. Mais dans mon environnement professionnel, c'est pas du tout présent. Après, dans mon environnement, oui, je l'utilise plutôt sur un côté dactylo, j'ai envie de dire. C'est plus pour des fois traduire en certaines langues. J'ai la chance de voyager avec ce que je fais. Je vais l'utiliser à des fins si je j'ai pas d'option avec moi-même et mon cerveau. C'est quelque chose qui va peut-être me faciliter la tâche. Mais c'est plus sur créer du contenu, texte. Je vais rester plutôt sur cette utilisation-là dans un premier temps, quoi. Ricta, toi, tu es justement directement lié à tout ce qui est création visuelle, tout ce qui est un petit peu publication. Est-ce que toi aussi, à quel moment tu t'es dit que la création via intelligence artificielle se développe vraiment dans la création visuelle et que ça peut devenir quelque chose qui peut potentiellement être un peu un game changer, on va dire, dans ce domaine-là? Quand il y a eu des vagues, même des inondations, je dirais, de visuels similaires sur les réseaux sociaux, on avait le sentiment que c'était toujours la même direction artistique, les mêmes teintes de couleurs, etc. Et du coup, ouais, c'est là où je me suis dit, bon, il va vraiment se passer quelque chose. Mieux vaut que je sois pote avec l'IA plutôt que ce soit mon ennemi. Donc moi, j'avoue que je le prends un peu, je prends un peu l'IA comme un outil. On va dire que à partir du moment où pour moi tu l'intègres dans ton process de travail, à chacune de tes étapes, qu'elle te permet de pouvoir faire des déclinaisons, mais que tu es à la source de base de la réflexion, pour moi l'IA c'est une fonctionnalité un petit peu comme à l'époque où, tu pourras confirmer peut-être, quand le vocodeur s'est arrivé. Typiquement ça a aidé les personnes qui ne savaient pas avoir de belles vocalises, qui ne savaient pas forcément bien chanter. C'est mon point de vue, hein, peut-être que je me trompe, mais en tout cas ça a été un outil qui aujourd'hui est complètement démocratisé. N'importe quel artiste peut utiliser du vocodeur, personne ne dira rien. Moi je vois ça un peu pareil, donc c'est-à-dire que par exemple typiquement sur de la création d'affiches ou autre, il y a de l'IA qui est intégrée dans Photoshop, dans des logiciels de conception d'images, etc. Donc en fait tout naturellement ça s'est intégré dans mon process de travail. Après c'est vrai que je le répète souvent que pour moi il faut jamais utiliser l'IA comme un produit fini. C'est toi qui fais ta demande, c'est toi qui précises ce dont tu as besoin. Et effectivement, si ton prompt il est éclaté et que tu reçois derrière un retour en image qui n'est pas du tout conforme à ce que tu voulais, bah effectivement, ça va pas le faire. Donc il faut quand même arriver à, pour moi, l'utiliser comme un outil, se dire que ça peut t'aider à certains moments mais pas à d'autres. Et je pense que voilà, la base de la création, elle reste quand même humaine. Ouais, mais l'IA, elle te permet juste de pouvoir la déployer plus facilement. On va dire que toi, ta vision, c'est un peu tuer la tête et l'IA, c'est les jambes, quoi, globalement. Ouais, on va dire que c'est comme si j'avais des stagiaires à côté de moi qui me permettaient de pouvoir faciliter certaines étapes ou les automatiser. Ouais. Tu as mentionné justement le logiciel Photoshop. Soli, je me permets de revenir sur toi. Dans une interview justement ici Normandie, tu avais évoqué le fait que tu faisais des pré-rendus via Photoshop. Est-ce que l'intelligence artificielle, justement, pour toi, va suppléer un petit peu ce process de je prévisualise avec Photoshop, et du coup, un petit peu comme a fait Ricta, où lui, ça va t'aider à accélérer ton process ou juste à faire Photoshop en disant ça va être plus simple d'utiliser l'IA dans ce domaine-là, justement? Alors, moi, dans mon travail artistique, on va dire que je ne l'utilise pas pour créer, parce que j'essaye d'avoir une patte assez particulière, donc d'avoir des couleurs, des formes que moi je réutilise, que j'implémente dans le logiciel Photoshop. Cependant, je peux l'utiliser, par exemple, en Normandie, il ne fait pas très très beau. Quand je fais une maquette, je peux demander à l'IA de changer le ciel pour mettre des nuages, pour rendre la température un peu plus chaude. Mais après, dans mon process de création, non, il ne rentre pas en jeu. Cependant, il est très utile, par exemple, pour faire des mock-ups. Ce qu'on appelle, par exemple, j'ai un t-shirt. Mon t-shirt, aujourd'hui, je ne sais pas comment il va être porté par quelqu'un. Eh bien, grâce à l'IA, je lui dis, voilà, ma maquette Illustrator, c'est ça. Première étape, transforme-le en un maillot ou en t-shirt. Et après, je lui dis, crée une atmosphère un peu urbaine avec ce t-shirt. Mais dans la création pure au départ, non, l'IA n'existe pas. Et j'en suis très content. Je pense que même quand on voit l'IA qui génère du studio Gulby, moi, en tout cas, je vois que c'est pas le studio Gulby.
je vois que c'est pas un dessin réalisé par le studio Kill Beat. Je pense qu'il y aura, en tout cas j'espère, pour le moment toujours ce petit truc où tu diras non là c'est pas quelqu'un qui l'a dessiné ou c'est pas le créateur. J'imagine qu'à terme ça va encore évoluer de plus en plus, etc. et que forcément à un moment on verra plus. Et en tout cas moi dans ma manière de créer, pour le moment c'est pas présent. J'espère que ça ne le sera jamais. Alors qu'il y a un avion qui passe, il fait beaucoup de bruit. One Up, moi justement, j'ai une question à te poser. Tu parlais du fait qu'il y avait de l'intelligence artificielle qui était de plus en plus à même de retrouver au niveau du sampling. Toi, je sais que tu as des projets musicaux, tu as notamment sorti un album l'an dernier. On sait que le sampling, c'est une question assez large et assez complexe, notamment au niveau des droits d'auteur. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir cette généralisation de l'intelligence artificielle pour pouvoir déceler le sampling plus vite et de facto brider un petit peu la création des nouveaux artistes qui utilisent justement le sampling? Pour repartir de la base, moi c'est vrai que j'ai un travail qui vient de la recherche et du digging, donc je viens vraiment de cet héritage de cette musique des années 60, 70, 80 et même plus largement à certains endroits, donc j'utilise pour moi m'inspirer clairement des morceaux qui sont déjà existants, du coup que je sample moi-même. Mais ça va rester quand même des outils d'inspiration. Ça va pas être quelque chose que je vais plagier ou recopier exactement. Moi, je travaille dans un processus où je fais la création sonore par moi-même et après, ça va être des collaborations avec différents musiciens. Donc, je vais réenregistrer des batteries, réenregistrer des mélodies à la guitare, ligne de basse. J'ai vraiment ce processus-là dans ma façon de faire. Après, le travail autour du sampling, il y a déjà pas mal de sites, même avant l'intelligence artificielle, qui permettent encore aujourd'hui de trouver les samples. Aujourd'hui, tu prends un Shazam, tu connais pas le morceau. Bon, après, il y a des morceaux qui sont pas Shazamables pour certaines raisons techniques. Ouais. Mais du coup, si vous trouvez le morceau, vous pouvez aller sur des sites comme Discogs, qui est un distributeur de vinyle mondial. Vous pouvez aller sur des sites comme Whosampled, aller sur Samplet. C'est déjà des sites qui existent depuis 10-15 piges et qui permettaient de faciliter la recherche et de trouver en fait assez facilement les samples qui pouvaient être un peu obscurs pour la majorité. Après, l'intelligence artificielle aujourd'hui, dans la recherche, c'est sûr qu'elle peut accélérer les choses. Demain, on peut faire un prompt où on peut dire je veux diguer dans la musique péruvienne par exemple ou colombienne, diguer des breaks pour les b-boys. On peut aller chercher des prompts assez précis pour aller faire cette recherche-là. Après, je trouve que cette facilité-là, elle renverse en fait le processus qu'on avait, j'ai envie de dire, à l'époque et qui n'était pas si lointain que ça, mais c'était d'aller dans les shops de disques et d'aller faire sa propre recherche et faire son propre processus. Aujourd'hui, si vous lisez un livre et que vous le faites lire par un ordinateur, je ne suis pas sûr que d'un point de vue mental et d'un point de vue développement psychologique, ça soit la même démarche. Moi, je reviens pour aller à l'extrême inverse et c'est pas vivre au Moyen-Âge, mais moi, je vis avec un plaisir vraiment profond de passer du temps dans un magasin de disques et d'avoir cet échange avec la personne en face de moi, qui sont souvent les patrons des shops, et de pouvoir en fait d'avoir cet échange sur quelle recherche, quel lien on peut faire avec un autre artiste, un autre courant musical, et en fait de toujours en fait, j'ai envie de dire, s'abreuver de culture, de morceaux qu'on va pas forcément utiliser mais qui font partie de notre parcours. L'IA, dans ce process-là, elle va continuer à individualiser en fait les processus parce qu'en fait, vous allez faire ça de chez vous, vous allez faire ça tout seul devant votre ordinateur et du coup, moi, il y a un rapport humain que j'ai besoin d'avoir dans mon process personnel déjà en tant que petit être humain sur cette planète Terre, mais aussi en tant qu'artiste. On peut pas en fait annihiler tout le process de collectif, d'être critiqué, c'est aussi ça la vie d'artiste, d'être remis en question, de parfois aussi être d'accord sur certains sujets et être ok sur certains courants musicaux, parce que moi c'est mon domaine, mais aussi artistique. Moi je suis un gars un peu à l'ancienne, j'ai suivi le graffiti, je suis le break, je suis le rap, le beatbox. Je suis connecté parce que tous ces univers en fait artistiques dans la culture hip-hop, ils m'animent. Et pour moi, il y a une connexion entre tout ça. Et ça passe par ce côté transmission. Moi, je suis un gamin qui a appris avec
avec mes grands qui m'ont partagé des choses, mais je crois pas que l'IA aujourd'hui elle peut pas en tout cas remplacer cette transmission qui se fait de lien à lien quoi, et dans la musique y compris quoi. Oui, et puis finalement, est-ce que la facilité que t'importe l'intelligence artificielle sur retrouver les samples, ça enlève pas, on va dire, la nature même du sampling qui est, comme tu le dis, d'aller fouiller chez les vieux disquaires. Enfin, les plus grands sampleurs, généralement, te prennent des extraits de 5 secondes de morceaux de funk des années 70 qui sont pas hyper connus. Et avec l'intelligence artificielle, ça devient, entre guillemets, plus facile. Et peut-être que ça normalise peut-être un peu plus le fait que tu peux avoir souvent les mêmes résultats si tu mets le même prompt, alors qu'un sampleur, quand bien même il a des affections particulières, tu vois, tu parlais peut-être de musique péruvienne, etc., mais il va aller chercher tel morceau et pas un autre morceau, alors que l'IA, si tu lui mets le même prompt, va tout le temps aller te chercher le même morceau. Bon après là on est tous les trois dans un domaine artistique. Bien sûr. Je crois que le fait de maîtriser son domaine artistique, c'est la répétition. C'est la transmission, comprendre les codes, comprendre les règles de chaque discipline, et puis après se les réapproprier, faire soi-même son univers. Je pense que tous les trois, on a cette chance-là d'avoir réussi à créer ce qu'on souhaitait autour d'une discipline qui avait déjà des belles fondations. Moi, je parle de la musique pour le breaking, ça date des années 70. Mon père me dit souvent qu'on n'a pas inventé l'eau chaude. C'est quelqu'un qui digue aussi beaucoup la musique. Mais en fait, il y a tout un processus, et pour moi, c'est ça l'évolution aussi de l'être humain. C'est qu'on passe par l'apprentissage, il passe par le fait de rater. C'est essentiel. Rater, créer, réessayer. On n'apprend pas à marcher en 2 jours. On n'apprend pas le vélo. Enfin, ça, pour moi, je vais jusqu'à ce moment-là, quoi. Ça veut dire que l'évolution, on apprend à lire. Tout ça prend du temps et c'est un process. Et aujourd'hui, si l'IA rentre dans cet aspect éducatif ou évolution, j'ai envie de dire humaine, en fait, on va finir par être des coquilles vides et juste être des esclaves d'un outil numérique qui permet de générer plus rapidement des choses qu'on est censé être capable de faire nous-mêmes. C'est juste que ça prend juste plus de temps. Mais moi, je crois vraiment à cet aspect transmission. Si on fait le rapport à la danse, ce à quoi moi je suis passionné depuis bien plus longtemps que même ma pratique au DJing, parce que le breaking, c'est vraiment ma première discipline artistique dans laquelle j'ai pu me plaire. Pour apprendre un mouvement, il faut le réaliser des milliers de fois, donc y compris dans le sport, y compris dans toute plein de disciplines. On travaille avec le corps. Et ça, on pourra apprendre, j'ai envie de dire, historiquement, d'où vient la coupole, d'où vient le head spin, d'où vient tel mouvement. Mais en fait, pour le réaliser, il faut le nourrir. Donc ça passe par juste se poser, prendre du temps et évoluer avec ça, quoi. Tu parlais justement de cette notion de transmission, ça me fait une transition pour toi, Solis. Toi, tu es présent dans le milieu du graphe depuis le milieu des années 90, donc tu as vu déjà une première génération, on va dire, qui a émergé via l'arrivée d'Internet. Est-ce que tu penses qu'il y a une nouvelle génération de graffeurs qui arrive à cette époque de l'intelligence artificielle? Est-ce que eux vont avoir ce même rapport de transmission que certains graffeurs ont pu avoir en allant regarder d'autres graffeurs sur Internet, ou justement, comme a dit DJ OneUp, ça va un petit peu individualiser le processus d'apprentissage au niveau du graphe? Alors c'est une très bonne question parce qu'à mon sens, le hip-hop a beaucoup perdu justement de cette transmission. Moi, dans les années 90, quand je graffais avec Santu, on allait faire des battles de breakdance avec les gars de la Pirosée. Il y avait une vraie culture urbaine. Aujourd'hui, ça se perd un petit peu. Il y a des gars qui graffent dans leur coin, qui n'ont jamais vu un mec qui ont fait un coup de breakdance et qui se prennent pour les champions du monde de hip-hop. Voilà, il y a déjà ça, il y a un côté très individuel aujourd'hui. Moi, si je suis là, c'est pas par hasard. Si j'ai fait la fresque d'Orelsan, c'est pas par hasard. Parce que justement, je trouve que ce lien que moi j'ai connu dans les années 90 est un trésor. La culture hip-hop, c'est le DJing, c'est le breaking, c'est le graffiti. Et je dois en oublier d'ailleurs, le scratching. Enfin, c'est vraiment un univers incroyable. Et ce qui était beau, justement, c'est que dans ces années-là, il y avait une vraie connivence entre tout le monde. Si tu regardes l'histoire du hip-hop, du rap, le groupe NTM, c'est 93 NTM, et avant d'être des rappeurs, c'était des b-boys, c'était des taggers,
Et aujourd'hui, je regarde sur Internet comment je peux faire ma fresque sur Illustrator. Je prends mon casque VR, mon machin, je le balance et on retrouve des graphistes street artistes qui n'ont jamais goûté un seul sample, un seul DJing, qui sont jamais venus dans des trucs comme ça. Donc oui, la réponse c'est ça se perd. Est-ce que c'est à cause de l'IA ? Je pense que c'est plus général. Mais malheureusement, il y a un côté individuel qui se perd et je pense que ceux qui ont connu cette essence, ils la garderont toute leur vie. Ils feront en sorte d'utiliser l'IA pour faire de la merde, genre un post sur Instagram, etc. Comme un peu tout le monde, je pense, hein, même comme les community managers de la moitié de la planète. Mais en vrai, pour créer, etc., je pense qu'une tache de peinture qui tombe à un endroit avec de la bombe sera jamais capable d'être faite avec une IA. Donc il y a de l'individualisme, il y a quelque chose qui se crée parce qu'on est tous cloisonnés à utiliser absolument le même outil. Beaucoup de gens aujourd'hui qui n'utilisent que leur téléphone portable pour faire de la vidéo. Il y a des gens qui sont très connus parce qu'ils ne se filment que avec l'iPhone. Je pense que c'est la génération qui fait que, mais la transmission de rapper, de DJing, etc. Pour moi, c'est une suite logique à la culture. Aujourd'hui, le rap est devenu de la variété française. Il y a des darons de 50 ans qui écoutent Orelsan et qui ne savent pas ce qu'il a fait avant ou les fameuses chansons qui font qu'il en est là. C'est dommage. Je pense que je pense que c'est l'évolution qui n'est pas forcément positive à mon goût, mais à voir ce que ça va être dans le temps. La fracture un peu générationnelle qui se développe. Ricta, justement, puisque Solis parlait du fait qu'il y ait bon nombre de community managers qui utilisent l'intelligence artificielle, à quel point ça peut influencer, on va dire, des petites structures dans leur choix ou non d'utiliser, on va dire, des employés pour faire notamment leur service de com, ou bien de se dire on va limiter les coûts, ce raisonnement un petit peu, on va dire, uniquement pécunier, de dire bon bah écoutez, un prompt sur ChatGPT ou Gemini, ça me prend 15 secondes pour faire mon affiche, quitte à se dire bon bah mon affiche est un peu dégueulasse et du coup on va uniformiser un petit peu toutes les affiches et tous les visuels. À quel point toi tu peux, par exemple avec les gens que tu peux côtoyer, à quel point tu sens que ça peut être potentiellement un danger de se dire, il y a des entreprises qui ont déjà ce raisonnement de dire je vais utiliser l'IA au détriment de l'humain. Alors moi je suis un peu d'accord avec ce que les collègues disaient, dans le sens où l'IA, tu ne pourras pas l'intégrer dans tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que ressentir le toucher quand tu fais un passe-passe au sol, ou alors avoir mal à ton poignet parce que ça fait 2 heures que tu es en train de peindre une fresque, l'IA elle pourra pas faire ce genre de choses. Maintenant là où je regarde dans une autre direction, c'est que moi je pars du principe que depuis 200 ans, à aucun moment on a fait une espèce de régression technologique. Donc faut l'accepter, l'IA elle est là et elle disparaîtra pas. Et c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure en disant que pour moi il faut la prendre comme un ami et pas comme un ennemi, parce que dans 10-15 ans, tu vas avoir des jeunes qui auront grandi avec l'IA et qui eux ne se poseront même pas la question de est-ce que je dois l'utiliser, est-ce que c'est éthique ou pas. Donc en fait, encore une fois ça va dépendre de comment on l'utilise. Si jamais tu pars du principe que l'IA va te boucler tout ton travail et qu'elle prendra la place d'un community manager, tu risques pas d'avoir de très très bons retours sur les réseaux. Par contre, si c'est un community manager qui a déjà toute sa strat et qui utilise l'IA comme un outil pour pouvoir développer ses visuels, etc., là ça rentre dans un autre processus. Et moi je suis beaucoup plus partisan de ce truc-là. Quand on a créé Check-It au début avec les gars, on était 3, aujourd'hui on est un petit peu plus. D'ailleurs, grosse dédicace à tout le monde. On a mis beaucoup de temps pour arriver à mettre les choses en place. On avait tous un travail, on travaillait ça en side project à côté. Et aujourd'hui, avec l'IA, ça nous permet d'avoir des ambitions beaucoup, beaucoup plus larges. Pourquoi ? Parce qu'on peut aller aussi beaucoup plus vite. Donc, quand tu rentres l'IA dans un processus business, entreprise, c'est pas la même chose que quand tu es DJ ou que tu es street artiste. Pour moi, c'est une autre direction. Et ton IA, elle va juste te permettre de pouvoir avoir des ambitions plus grosses, de pouvoir voir plus loin et de pouvoir faire évoluer plus rapidement ton projet. Donc, il y a l'art, il y a ce que l'IA est capable de faire. Je pense qu'il faut juste savoir à quel moment l'utiliser, à quel moment la laisser de côté. C'est vrai que
je bosse beaucoup avec des organisateurs d'événements, je fais pas mal de communication, direction artistique, création des affiches, etc. Ça sort quasiment tout le temps de ma tête sur les premiers échanges avec le client. C'est-à-dire que j'ai une première vision, il a un besoin, je vais essayer d'y répondre. Et ensuite, derrière, moi, quand je vais rentrer dans ma phase de réflexion et de me dire, bon, comment je vais pouvoir arriver à mettre en place tout ça, là, l'IA va m'aider. Donc encore une fois, pour moi, c'est une sorte de graphiste qui est à côté de moi et qui pourra me donner des idées ou pas, qui pourra me filer des conseils techniques sur certains outils, parce que aujourd'hui ça va très vite et c'est vrai que les logiciels ils changent très rapidement. Donc encore une fois, moi je l'utilise comme une force, mais je suis totalement d'accord que demain tu vas apprendre la guitare, l'IA elle pourra t'aider à te montrer quelques gammes, ce genre de choses, mais tu auras mal au doigt, c'est toi qui vas souffrir. Et c'est pareil pour plein d'autres choses. Donc voilà. Plutôt l'utiliser comme un assistant, on va dire. Ouais, que clairement. comme un Moi, je pense remplaçant, qu'il faut toujours qu'on soit à la source de ce qu'on crée, parce que on a chacun notre expérience, on a notre vécu. OneUp, ça fait 20 ans peut-être même beaucoup plus, je sais pas. Et effectivement, il aura toujours plus d'expérience qu'une IA qui va juste détecter et analyser un petit peu tout ce qui se passe sur Internet. Il a des choses qui ne sont pas quantifiables. Et donc, désolé, en vrai, je parle à ta place. J'espère que je dis pas de conneries. et donc voilà, faut l'utiliser à bon escient. En vrai, pour moi, c'est ça. Vas-y, pas de problème. Par rapport à ce qu'il disait là, juste à la fin, je rebondis là-dessus, c'est que il y a un aspect je trouve qu'on occulte plus particulièrement, et surtout si on parle d'art, c'est la sensibilité qu'on peut avoir dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on dessine, dans ce qu'on crée en fait généralement. Et c'est vrai que en fait, on a toujours l'impression qu'on ressent les choses collectivement de la même manière. Mais moi, je pense que juste là, la 10 ou douzaine de personnes qui est assise là devant nous, en fait, personne ne ressent la chose de la même manière. Il y a des curseurs de sensibilité, d'envie. Moi, il y a des moments où quand je recherche des disques, particulièrement, ou quand j'écoute de la musique aussi, sur les plateformes de stream, Bandcamp, SoundCloud, moi, je me ferme pas du tout à cet aspect numérique, pas numérique. Il y a pour moi ces deux planètes, et c'est chouette de voyager dans ces deux planètes. Mais quand j'écoute un morceau, en particulier dans les shops de disques, en fait, j'écoute beaucoup de disques vinyles que je ne connais pas, en fait. Donc ça va être de la recherche liée bien évidemment à des styles musicaux, à des relations que je fais entre musiciens par rapport à ce que moi je connais. Mais en fait, c'est une question de sensibilité. Il y a des moments où quand je pose la cellule sur le disque, en fait, je peux avoir une sensation qui est à l'instant T de cette manière-là, et quand je réécoute chez moi ou quand je le joue dans un événement, la sensation, elle n'est pas la même. Là, dans la salle, on était 400 personnes sur les qualifications. Quand on joue un morceau, il y a des gens qui peuvent avoir une sensation différente. Et ça, le lien avec l'intelligence artificielle, il est complètement annihilé, quoi. C'est juste du calcul mathématique, c'est de l'algorithme. Il y a pas d'émotion, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de vécu dans ça. C'est juste je vais faire exprès, mais je vais le réduire à ça. Mais c'est 1 + 1 = 2, en fait. Et alors que quand quelqu'un vient poser un Goethe ou un Bubble ou faire un lettrage, en fait, il vient avec ce qu'il a envie de faire le jour J, quoi. Je suis pas sûr que le coup de crayon qu'il y a sur la feuille de papier ou aujourd'hui sur Photoshop et compagnie, quand ils le reproduisent sur le mur, en fait, ils font aussi avec leur feeling du moment. Et ça, moi, j'espère encore, moi, de mon côté, pouvoir partager cet aspect émotion, sensation, et qu'il soit négatif ou positif, mais partager quelque chose en termes de savoir, parce que si je peux faire découvrir un morceau, c'est cool. Mais si en plus de ça, il y a une émotion, une sensation autour de ça, je pense que j'en reviens à ce qui était dit avant. C'est juste qu'il y a cet aspect où faut que ça reste un outil. Et point. Justement, c'est ce que disait Solis aussi sur le fait qu'une intelligence artificielle, elle ne peut que reproduire quelque chose qui a déjà été fait. Une intelligence artificielle, s'il n'y a pas les films de Miyazaki, elle va pas inventer les films de Miyazaki. Et justement, je trouve que c'est un sujet un peu plus large, c'est le sujet du numérique, mais ça revient au mot que tu as utilisé, qu'algorithme. T'as deux parties en fait, t'as la partie assistant qui a aidé les nouveaux artistes quand il y a eu l'arrivée de l'électronique, des ordinateurs à se fournir, que ce soit en beatbox ou que ce soit en instrument où ils n'avaient pas forcément les moyens. Et maintenant tu es dans une situation où les vinyles se vendent mais pas autant que les gens écoutent Spotify, et Spotify qui utilise de plus en plus l'intelligence artificielle t'enferme dans un algorithme et t'empêche d'aller vers de la découverte, d'aller vers des choses, te conforte dans ce que tu aimes déjà.
Là où, comme tu l'as dit, quand tu vas dans un shop de vinyle, tu peux trouver un truc, tu dire, pas savoir ce que c'est, ne connaître ni David Adam, d'écouter, dire, ouais, c'est génial. Historiquement, le développement de l'intelligence artificielle, en tout cas dans ce que j'ai pu me documenter et fait mes recherches, il y a quand même, faut se rendre compte que là on en parle beaucoup ces dernières années parce que ça prend une place, j'ai envie de dire, essentielle dans nos vies et pas que dans le monde artistique. Moi j'ai des parents qui travaillent dans la médecine, j'ai des architectes qui m'en parlent, j'ai des gens qui font juste de l'animation dans des maisons de quartier qui m'en parlent. Enfin c'est un sujet, mais le développement de l'intelligence artificielle, il existe déjà depuis les années 50. Il y a une réflexion et un développement qui est déjà où l'ordinateur vient rendre confortable, on va dire, le quotidien du citoyen lambda. Et en fait, aujourd'hui, on est juste que, on est à un niveau de réflexion et un niveau technique où le développement, il est plus du coup. Mais j'en reviens toujours à rappeler historiquement le développement, parce que le développement informatique, même nous, si on prend la génération, bon, moi j'ai 43 ans, j'ai grandi avec, et là je fais le rebond par rapport à l'idée qui développait sur le fait qu'il y a des générations qui vont grandir avec ça. Il y a des gens qui ont grandi avec le DJing où il y avait que Serato. Ils sont arrivés, le DJing pour eux c'était Serato. Les DJ d'avant, c'était les disques. Aujourd'hui on en vient quasiment à pouvoir mixer carrément juste avec un ordinateur. On vit avec notre époque et il faut l'accepter en fait et respecter ça. Mais derrière, il faut capter que l'évolution de l'intelligence artificielle et même de l'informatique en elle-même, elle n'est pas depuis 5 ans. En fait, c'est un développement aujourd'hui qui est... Mais il y a un sujet qui est pour moi primordial là-dedans, c'est que le sujet, on le freeze quelque part, on le gèle dans le fait que ça va remplacer l'être humain. Et moi je prends ce sujet pas à la légère, mais je pense qu'il n'y a aucun pour moi moyen aujourd'hui dans l'aspect, et j'en reviens à cet aspect qui est peut-être pas palpable mais émotionnel et dans l'aspect du ressenti, qu'une machine ne remplacera jamais quoi. Pour moi c'est important d'avoir un être humain. Après chacun vit avec son temps et sa façon de voir les choses, mais moi je trouverais ça dans 15 piges toujours aussi beau de voir quelqu'un qui peint une fresque ou quelqu'un qui développe ou qui illustre une affiche qui aura juste une patte, parce que cet artiste-là, on le suit, on connaît son processus, on aime son coup de crayon. Et pour moi, il y a cet aspect de détail qui, en tout cas, moi, me touche artistiquement. Et ça me semble quelque chose d'honnête. Solis, pour rebondir sur ce que disait OneUp, sur l'évolution de l'intelligence artificielle, c'est un processus qui est en mutation depuis plusieurs décennies, mais qui est vraiment en explosion depuis quelques années. Comment toi tu le vois, cette évolution aller dans ton domaine en particulier? Est-ce que ça va potentiellement être encore plus exponentiel en termes de place que ça prend, ou est-ce qu'on va arriver à un plafond de verre? Justement, on va revenir à des velléités où les gens vont préférer retrouver un petit peu la patte artistique, la patte humaine, plutôt qu'un énième prompt fait par ChatGPT. Alors, je vais attendre que mon hélico passe. Malheureusement, je connais des artistes qui génèrent des prompts et qui reproduisent le prompt en peinture. Là, je pense que le mec se perd. C'est-à-dire que, il a généré quelque chose que, comme tu disais tout à l'heure, une multitude de personnes veut voir, comme les samples sur Spotify là, qui sont générés directement par IA. Ça reste quand même des choses que tous les gens ont envie d'entendre. Mais tout le monde n'a pas envie d'avoir... je sais pas, moi j'ai pas d'artiste comme ça en tête, mais tout le monde n'aime pas Dua Lipa par exemple. Pourtant elle vend des millions de disques, tu vois. Voilà. C'est ça un peu qui me fait peur, c'est que ça va générer une multitude de même genre de choses. Maintenant, je pense que pour un artiste qui fait des tableaux, et qui fait des tableaux avec un processus artistique classique, je pense que ça va augmenter sa valeur. C'est-à-dire qu'à terme, je pense que des gens, ils en auront plus rien à foutre de voir des visuels faits par l'IA. Et ce qu'ils voudront chez eux, c'est un mec qui a fait un tableau. Et je pense que ça va justement faire augmenter cette valeur d'avoir quelque chose réalisé à la main, d'avoir des affiches. Là, en ce moment, c'est un peu la mode d'avoir de l'affiche Illustrator de la ville de Caen, de Trouville, de machin, de trucs.
Ouais, bon, ok, on a compris, mais à un moment, je pense qu'il y a des gens qui vont arrêter d'acheter des affiches à 10 balles et qui vont se dire ouais, mais bon, moi j'aimerais bien une vraie toile faite par quelqu'un. C'est un peu comme aller voir un concert. Tu vois, quand tu vas voir un concert, tu sais que même s'il utilise des samples, etc., il est en live, il le fait devant toi. Le cinéma, tout ça, c'est des choses où le cinéma, il marche toujours. Les gens, ils vont de plus en plus au cinéma. Alors que pourtant, c'est de plus en plus généré, soit à des scénarios, mais ils ont quand même toujours cette envie d'une expérience. Et l'expérience, elle peut être vécue, comme elle peut être prise. C'est-à-dire, voilà, tu as fait une fresque dans la rue, tu peux la prendre en photo, tu peux t'acheter un tableau. Donc je pense qu'à terme, l'IA va niveler un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont l'utiliser comme ça, pour générer n'importe quoi, du graphisme, etc. Mais que ça va augmenter la valeur du fait main. En tout cas, c'est mon sens. Ouais, si je peux rebondir sur ça, moi je pense qu'on peut aussi voir le verre à moitié vide et se dire qu'en fait, dans quelques années, les gens ne s'en foutront de savoir si c'est une IA ou un être humain qui a fait ça. Je pense qu'ils s'arrêteront uniquement sur le rendu final et que vu que l'IA est rentrée tellement dans les mœurs de chacun, potentiellement, alors j'espère pas, j'espère qu'on tirera sur ce que tu dis dans le sens où il y aura plus de valeur si c'est un humain qui a réalisé 100% la production. Mais je pense qu'il y aura aussi une bonne partie des gens qui ne se poseront même plus la question et qui te dira tu l'as fait par IA, ouais bah voilà. C'est un peu déjà le cas. Hein. Ouais, je pense qu'il y a une bonne partie des gens. Il y a des artistes qui ne se cachent pas d'utiliser l'IA pour faire leur toile. Ouais, grave. Tu vois, la base, la compo, etc. Mais je pense que les gens qui achètent ça sont peut-être pas très conscients de ce process. Parce que si tu veux, le process artistique, il reste humain pour moi. C'est pas une intelligence artificielle. C'est là que, à mon avis, tout se joue. C'est-à-dire que si la personne qui achète a envie d'acheter de l'IA, il le fait dans sa conscience, tu vois. Mais ça veut dire que déjà lui, il a rien compris au concept. Ouais, mais là, on dit ça en 2026. Pour moi. Ouais, mais je pense que ça sera toujours le cas. Il y a des peintres qui existent depuis la nuit des temps. Et il y a des nouveaux outils depuis toujours. Tu peux très bien faire depuis 20 ans du graphisme sur une tablette. C'est pas pour ça que tu as des outils sur Procreate où tu fais exactement la même chose en aquarelle que sur un papier. Voilà, mais pourtant, t'as pas d'aquarelle qui est vendue sur du print. T'en as certainement, mais tu vois ce que je veux dire. Ça n'a absolument pas la même valeur. Donc je pense que ça existe depuis toujours, comme tu disais. Hein. Moi, Photoshop, j'ai connu, c'était Photoshop 2, tu vois. Ça a toujours existé. Maintenant, est-ce qu'il y a de plus de ventes de tableaux digital que de vrais tableaux ? Bah, c'est sûr que non. Pourtant, ça fait 30 ans que ça existe. Après, je pense que l'IA, ça dérange quand on est conscient que ça a été fait par IA. Justement, c'était un point, parce que Solis en parlait, OneUp t'en parlait aussi, du fait que l'intelligence artificielle est utilisée par des gens qui sont pas forcément au courant que l'image a été faite par intelligence artificielle, que ce soit la génération de nos parents ou la génération de nos grands-parents, et qui potentiellement peuvent se retrouver un petit peu bernés par cette intelligence artificielle. Je sais que Spotify commence enfin à recenser les artistes comme utilisant de l'intelligence artificielle, mais est-ce qu'il n'y a pas, notamment sur l'aspect visuel, ce côté d'être un petit peu floué ou d'être un petit peu berné par le fait que certains ne sont pas forcément les plus exercés, au-delà du fait qu'ils sont intéressés ou pas, certains n'ont pas forcément l'œil le plus exercé à l'intelligence artificielle et peuvent tout simplement voir quelque chose, ne pas se poser la question ou même au pire croire que c'est vrai alors qu'en fait c'est généré par IA. Ouais, clairement. Déjà juste pour rebondir sur Spotify, Deezer, etc. Aujourd'hui je crois qu'il y a un morceau sur 4 qui a été utilisé avec de l'IA. Oui. Donc en fait on écoute tous de la musique sans savoir qu'il y a de l'IA dans le processus de production. Et est-ce que ça nous dérange ? Moi personnellement, tant que le son est bon, je kiffe, j'écoute. Et du coup, c'était quoi la deuxième partie de ta question, excuse-moi ? Sur le côté, un petit peu comme disait Solis, sur le fait que les gens puissent acheter entre guillemets de l'art sans être forcément au courant que ce soit de l'intelligence artificielle. Je pense que voilà, il y a des gens qui vont pas se prendre la tête et qui vont uniquement se soucier du rendu final. Et aussi après, il y a aussi ce truc de, c'est clair que si tu donnes la communication d'un événement comme le Battle Unity à une secrétaire médicale, elle aura pas le regard. L'IA pourra lui produire quelque chose, mais on va tous voir que c'était pas la bonne personne qui a prompté le truc. Donc je pense qu'il faut pas non plus la laisser à n'importe qui et que un designer doit designer de l'IA. Un gars qui est dans le son utilisera de l'IA pour du son, mais il faut pas non plus mélanger tout et n'importe quoi. Même si n'importe qui peut créer quelque chose, je pense que tu verras quand même la qualité finale. Tu te rendras compte que ça a été fait un peu entre guillemets n'importe comment.
Il y avait une phrase, c'est dans Les Indestructibles, la ref est bizarre mais vous allez la comprendre. Le méchant dit à force de tout le monde devienne des super-héros, plus personne ne le sera. Ouais. Du coup j'ai l'impression qu'avec l'intelligence artificielle, en fait, tout le monde sera graphiste, tout le monde sera beatmaker, tout le monde sera DJ, mais en fait plus personne ne le sera. Et du coup, OneUp, j'ai envie de te relancer sur ça, puisque effectivement, un morceau sur 4 est généré par intelligence artificielle sur Spotify. Est-ce que toi, ça t'est arrivé, par exemple, d'écouter un son, de dire ce son, je le kiffe, et finalement te rendre compte, ou même de l'utiliser dans l'un de tes sets, et te dire finalement, te rendre compte que ce morceau a été généré par IA? Ouais, alors moi dans mon processus, et malheureusement ça prend du temps, mais du coup c'est quelque chose que moi je vérifie. Il y a deux choses, il y a moi ma petite vie quotidienne où j'écoute de la musique quotidiennement, et ça va bien au-delà de juste utiliser cette musique-là en tant que DJ, hein, c'est aussi juste pour mon plaisir. Et puis il y a cette partie où là c'est dans mon domaine professionnel, et alors ça c'est une démarche aujourd'hui que je fais depuis là, la rentrée septembre-octobre, parce que vu que ça s'est quand même bien accéléré cette dernière année-là par rapport à tout cet aspect de musique générée par IA, de 10% à parfois 100%, hein, on crée carrément même des artistes ou même carrément des êtres humains qui n'existent pas. Moi dans ma démarche par contre je suis assez catégorique là-dessus, c'est que si j'aime un morceau dans mon écoute, généré on va dire à 100% par l'IA, c'est quelque chose que je vais pas forcément déjà acheter et jouer en soi. C'est une démarche que moi j'ai envie d'avoir pour le moment dans mon processus, et en vrai j'en ai pas besoin. En fait il y a déjà une telle quantité de musique aujourd'hui générée par des vrais êtres humains, avec des vrais sens, des vraies histoires, des vraies collaborations entre live band, artistes de différents univers, que en fait il y a déjà un puits sans fond qui est déjà existant. Donc de là à aller générer encore de la musique aujourd'hui par l'IA, moi je vois juste un procédé monétaire en fait. Je vois beaucoup de gens qui procèdent l'utilisation et la création artistique via l'IA et à 100%, où en fait on parle vite de combien on peut gagner par mois avec ça. Et ou combien on peut économiser, ça revenait sur la question comment du on peut graphisme. économiser aussi, c'est sûr. Mais en fait si on a juste cet aspect pécunier, j'ai envie de dire, autour de la pratique artistique, bah en vrai, moi j'y vois pas trop de sens. Et là où je veux en venir par rapport à ce qui se disait là, c'est que pour moi, on vit quand même dans un joli monde professionnel avec des règles. Et en tout cas, dans mon domaine, par rapport à la musique, il y a quand même des institutions comme la SACEM, la SPEDIDAM, la SACD, différentes institutions en fait qui protègent la propriété intellectuelle, qui protègent nos créations. C'est des sujets qui sont de plus en plus abordés là depuis le début de l'année. Moi, j'ai participé 2 fois avec la SACEM en particulier, où il y a un vrai sujet de positionnement de la SACEM qui va arriver. On voit par exemple Bandcamp, qui est un super site pour tous les artistes indépendants, où il y a une possibilité de vendre toutes ses créations. Et en fait, Bandcamp, là, depuis début avril, interdit toute création qui est générée un minima par l'IA. Donc c'est-à-dire que eux derrière, ils ont des équipes qui vont chercher avec d'autres algorithmes de savoir si le travail est généré ou non par quelqu'un de physique, en fait. Et en fait, je pense que on en revient à ce mélange entre le plagiat et l'engagement. Mais en fait, c'est juste une question que individuellement, chacun va y trouver son compte par son engagement personnel. On ne pourra pas l'imposer. Chacun, et puis selon les domaines, l'évolution de l'IA aujourd'hui, elle est pas... Comment dire, elle est pas au même niveau. Moi, je vois tout ce que j'entends de l'IA aujourd'hui musicalement, et là, j'en reviens à ce que disait Solis, c'est le tout se ressemble. Donc en fait, on est complètement, là, on est dans un espace-temps artistique qui est proche du neutre. Et en fait, c'est tout ce qu'on veut pas en tout cas dans le domaine artistique. Et moi, c'est pour ça que je suis, j'ai envie de dire, et que je vis dans ce domaine-là, parce que c'est quelque chose où on peut, aller toucher différentes façons de penser, façons de faire. Mais après, c'est juste à chacun de prendre son engagement avec soi-même et de derrière pouvoir générer quelque chose qui reste, j'ai envie de dire, humain. Je me permets. Et du coup, justement, pour rebondir sur ça, c'est que l'IA ne permet pas d'erreur, entre guillemets. Et l'erreur artistique est souvent preuve de création. Il y a plein d'exemples dans la composition de musique, dans la composition de tableau, où le mec a fait une erreur. Et à partir de cette erreur, il a créé quelque chose. On pense à The Who qui fait exploser leurs enceintes et ça devient un happening artistique. Il y a énormément d'exemples
où à un moment ou à un autre, tu as créé quelque chose sans le conscientiser, où tu as fait une mauvaise note ou une rencontre différente. Et ça, dans l'IA, c'est entre guillemets protégé, parce que lui, il fait en sorte de s'inspirer de beaucoup de choses, de le niveler et que ça plaise au plus grand nombre. Mais il y a aussi des niches dans la vie. Il y a des gens qui sont gothiques et il n'y en a pas beaucoup, mais pourquoi pas en fait, ça peut déchirer, tu vois, tout simplement. Tu peux avoir des gens qui ont un style pas comme les autres, et c'est quoi le problème en fait? Et là aujourd'hui on est en train de rentrer dans un truc où on nous nivelle en fait. Donc l'intelligence artificielle, community manager ou pas, moi je pense que les community managers qui déchirent et qui sont inventifs, c'est pas des gens qui travaillent avec l'intelligence artificielle, c'est ceux qui sont drôles, c'est ceux qui font quelque chose de différent. Et plus tu vas utiliser l'intelligence artificielle, plus tu vas niveler ton niveau artistique. Et plus tu vas être pauvre en fait. Donc tu peux l'utiliser pour ce qui est de la production de masse. Voilà, aujourd'hui il y a des comptables qui disparaissent parce qu'on se rend compte qu'une intelligence artificielle peut générer des bilans et des bilans à foison. Mais dans l'artistique, je pense que ça va appauvrir ton travail, à terme en tout cas. Surtout si c'est utilisé dans ta création. L'erreur fait partie de la création artistique. Tout à l'heure encore, il y a un jeune garçon qui a loupé son trait. Je lui dis, c'est pas grave, regarde, on va créer une petite bulle et ça va faire comme si tu avais fait réellement une tâche. Bah, le truc, à la fin, déchire. Tu vois ? Mais l'intelligence artificielle, il m'aurait fait un beau trait. Rapidement, oui, tu peux rebondir. Ouais, très rapidement. Encore une fois, hein, je pense que si jamais tu ne prends pas l'IA comme produit fini, il y aura des erreurs dans tous les sens. Moi, quand je développe un site avec un outil IA, mais je m'y reprends à 60 fois peut-être. Je fais 50 versions. Effectivement, si je m'arrête à la toute première, alors tout va être clean, tout va être générique et ça n'aura aucun sens. Mais c'est là où moi, je rentre dedans et je l'aiguille et je lui dis passe par là, inspire-toi de ça, j'aimerais que ça parte plus dans cette direction-là, on teste ceci, finalement ça marche pas, on revient en arrière. Donc je reste sur ma position outil, je comprends totalement ce que vous voulez dire au niveau de la création purement artistique. Effectivement, hein, on est des êtres humains, on a tous une expérience de vie, on a tous un savoir, etc. Et l'IA, elle pourra jamais réussir à recréer la saveur que nous, on propose. Mais c'est un outil qui est quand même vachement important. Nous, sur mon application Check-It, donc, qui permet de référencer aujourd'hui peut-être 200 événements en ce moment même sur toute la planète. Il y a des battles en Chine, des battles aux États-Unis, et on arrive à les avoir centralisés sur notre produit. Effectivement, on n'aurait pas pu aller aussi loin si on n'avait pas utilisé l'IA. On aurait peut-être 30 battles en région parisienne et dans le sud de la France, mais on n'arriverait pas à avoir des maires d'une ville au Pérou pour savoir s'il y a un événement de break, tu vois. Et l'IA, elle nous permet plus facilement de récupérer ce savoir, de pouvoir le retraiter à notre manière pour le ressortir dans une sauce politique. Parce que sinon les caméras vont tomber à court de batterie et du coup on va pas pouvoir poster, enfin les gens qui ne pourront pas voir la fin. Et du coup c'était un débat très intéressant, on aurait pu faire 1 heure de plus, j'avais à peu près 15 questions supplémentaires à vous poser. On va s'arrêter là. Du coup on a vu que l'utilisation de l'intelligence artificielle divise un petit peu sur la nature humaine, mais ça élargit sur un débat plus large sur l'utilisation du numérique, sur la passation de transmission vis-à-vis des générations. En tout cas, merci à celles et ceux qui sont allés au bout, merci à vous, chers invités, merci au public qui était présent. Et puis voilà, passer une bonne journée toujours sur Battle Unity avec le SNTCO. Salut!